Bienvenue sur Single Jungle, le podcast des célibataires. Single Jungle, c'est un podcast dédié aux célibataires. Nous sommes 41,3% en France et en fait sans doute bien plus vu que l'INSEE ne compte pas dans les célibataires les 22% de femmes divorcées par exemple, ni les 20% de femmes et d'hommes qui seraient veufs ou veuves. Nous sommes donc sans doute très nombreux, sans doute plus nombreux que les personnes en couple. Pourtant, nous sommes souvent stigmatisés. On nous dit que la norme, c'est le couple. Donc ce podcast, c'est le vôtre, c'est le mien. Et on va en parler tous ensemble avec mes invités, des experts, des expertes et surtout des célibataires. Bonjour et bienvenue sur Single Jungle. On est ravis de vous retrouver, car je ne suis pas toute seule. Nous sommes au studio Acacia à Boulogne-Billancourt. Je suis ravie de revenir dans un studio après des mois et des mois d'enregistrement à distance à cause du Covid, du confinement. Donc pensez à vous, pensez à vos proches. Je vous embrasse tous. Et aujourd'hui, en studio, j'ai la joie, le plaisir de recevoir Catherine Grangeard. Bonjour Catherine. Et vous venez de publier « Il n'y a pas d'âge pour jouir, la retraite sexuelle n'aura pas lieu » aux éditions Larousse. Alors ce titre, avant de nous expliquer un peu tout ça, peut-être présentez-vous pour nos auditeurs et auditrices. Volontiers, je vous remercie de m'inviter, bien évidemment. Je suis psychanalyste, psychosociologue, donc je suis psy. J'ai écrit pas mal de choses. C'est mon 4e livre. J'ai écrit 3 livres sur l'obésité, en termes psychiques, bien évidemment. Et ce livre sur la sexualité des femmes de plus de 50 ans, suite aux propos d'une certaine personne qu'on va nommer ici. Je pense qu'on pense tous à Yann Moix. Voilà, qui nous avait bien énervés. Et donc, il y a eu plein de réactions sur les réseaux sociaux, souvent avec humour. Et j'ai eu envie de faire un travail un peu plus long, un livre avec une analyse, avec une réflexion sur en quoi l'invisibilité était absolument insupportable. Et en ce moment, on parle pas mal d'invisibilité. Donc moi, j'ai cherché en termes psy pourquoi on supporte pas l'invisibilité. Et donc, les femmes de plus de 50 ans, eh bien, on va y revenir au cours de cet entretien. Voilà, parce qu'en fait, dans Single Jungle, et c'est aussi pour ça que j'étais ravie de vous inviter, on a beaucoup d'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'en fait, on a parlé à la fois des personnes grosses, à la fois des personnes qui peuvent être racisées, et parfois les deux, racisées et grosses, et qui peuvent aussi être LGBT, qui peuvent être valides ou avoir un handicap. Et on se rend compte, et c'est quelque chose qu'on avait évoqué ensemble en entretien, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est comme si on nous reprochait, il y a toujours un truc, on est trop petit, on est trop gros, on est trop grand. Quand je dis on fait peser surtout aux femmes ces injonctions. Comment vous analysez le fait que c'est toujours aux femmes d'être dans un moule ? Vous avez dit petit, grand, etc. C'est-à-dire que ça a à voir avec le corps. Absolument. Le corps des femmes est différent, j'apprends à personne, du corps des hommes. Mais en revanche, socialement, ce n'est pas du tout la même chose. Le corps des femmes est perçu comme devant être désirable. Le but du jeu, c'est d'être désirable. Donc, si vous êtes trop grande, trop petite, trop maigre, trop grosse, trop jeune, trop vieille, enfin trop jeune, non, ça va toujours jeune, mais trop vieille, il y a un problème. Et c'est là où on a besoin de réfléchir ensemble sur ces points communs. Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas ? Pourquoi ça ne va jamais ? Et au nom de quoi ça ne va pas ? Et pour qui ça ne va pas ? Parce que peut-être que pour nous, tout va très bien. C'est le regard de l'autre qui fait que vous vous sentez ne pas aller dans son regard. Et alors ce jeunisme, j'ai pu le voir à la fois entre femmes et hommes dans une relation hétérosexuelle, mais il existe aussi très fort, et j'espère inviter bientôt des hommes homosexuels qui m'ont beaucoup parlé de ce sujet-là, du jeunisme dans leur communauté.
où, passé un âge qui est pas si canonique, hein, à peine à la quarantaine, ça y est, ils ont passé un cap et pour certains, ça devient très difficile de faire des rencontres. Donc ça ne touche pas que les femmes. On est dans le patriarcat, ça touche aussi d'autres personnes. Mais on va revenir effectivement sur donc votre livre et les personnes de plus de 50 ans, mais j'aimerais aussi quand même évoquer une petite chose au niveau démographique. C'est quelque chose que Chloé Delhomme, autrice, a dit encore récemment dans une vidéo de Brut. Les gens ne sont pas forcément conscients de la démographie française et du fait qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans certaines tranches d'âge. On sait que parfois que les femmes meurent plus tard que les hommes. Il y a des taux de suicide qui sont plus importants chez les jeunes hommes que chez les jeunes femmes. Tout ça fait qu'on va avoir un niveau qui fait que parfois on a, à Paris notamment, j'avais vu des chiffres assez hallucinants, sur le nombre de femmes célibataires, par exemple, entre une tranche d'âge de 25 à 65, et le nombre d'hommes. Dans une même ville, on arrive à des disparités énormes. Et ça, ce sujet-là, je ne suis pas sûre que toutes les femmes soient conscientes du fait qu'on ne joue pas à terrain égal partout. On n'a pas autant d'hommes que de femmes. Et alors, si on entre dans les orientations sexuelles, c'est encore plus compliqué. Est-ce que vous avez constaté peut-être dans votre exercice avec vos patientes ce côté, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne pour moi, ou on est trop nombreuses, ou au contraire, elles ne sont pas du tout conscientes de ça? Ah si, elles sont même effarées du fait que plus elles vieillissent et moins il y a d'hommes. Et c'est quelque chose qui pose un réel problème aux célibataires d'un certain âge, et pas forcément canonique comme vous dites, mais en tous les cas d'un certain âge, et qui vont se contenter d'une personne qui finalement ne leur convient pas vraiment, faute de mieux. Et ça, c'est vraiment impressionnant, la différence homme-femme. On parle de misère sexuelle, toujours au masculin, alors que c'est absolument faux. Et donc, les représentations sociales, hein, ça c'est mon côté psychosocial, les représentations sociales ne correspondent pas à la réalité. Mais alors, on va les interroger. Pourquoi sont-elles de cette nature? Qu'est-ce qui fait qu'on a tel type de représentation sociale? Prenons misère sexuelle. Ce serait beaucoup plus dur au masculin, alors que dans la réalité, il n'en est rien. Comme si la sexualité au masculin avait plus droit de cité que au féminin. Et ça, c'est vraiment des choses extrêmement intéressantes. J'ai vraiment tout récemment lu un bouquin qui date d'il y a un siècle sur la sexualité. Donc c'est vraiment très très différent d'un psychiatre qui s'appelle Vacher, et il appelle ça l'inquiétude sexuelle. Et j'ai trouvé alors plein de trucs qui ont évolué et tout ça, mais il y a vraiment cette histoire de la sexualité masculine comme étant la sexualité. Et donc, nous autres, on a toujours à revendiquer quelque chose. Ça devient lassant quand même, et à tout âge. Justement, dans tous les débuts du livre, il y a donc cette patiente, Ondine, qui se dit « mais je ne veux pas être invisible, je refuse qu'on dise que je n'existe pas, qu'on me refuse ce droit-là à vivre, à aimer, à désirer ». Et le sujet, c'est de se dire, mais attendez, avant de désirer, il faut d'abord se connaître, il faut savoir aimer son corps, savoir aussi jouir seul. Ça, c'est un sujet qu'on a évoqué dans plusieurs épisodes, mais apprenez à vous connaître vous seul déjà et à vous aimer. Et ensuite, le rapport à l'autre, je pense, sera bien amélioré. Parce que c'est compliqué dans une relation sexuelle, qu'elle soit LGBT ou hétéro, de dire en fait, j'arrive pas à jouir avec cette personne, mais est-ce que tu jouis déjà toute seule? On va peut-être commencer par là. Est-ce que vous avez parfois des femmes qui ne veulent pas du tout évoquer ce sujet, pour elles c'est tabou, ou alors qui ont découvert la masturbation très tard? Tout ce que vous dites est vrai. D'abord, on va tout de suite dire, pour être clair, que la singularité, c'est vraiment l'essentiel. Donc, on a des gens qui ont un certain nombre de facettes qui les constituent, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de facettes, et chaque personne est singulière. Et donc, en fonction de nos singularités réciproques, telle chose est vraie, telle autre moins, ou pas du tout d'ailleurs. Donc, sur la masturbation, de plus en plus, les gens, hommes ou femmes, en parlent librement. Un cabinet de psychanalyste, si on ne parle pas librement, je ne vois pas pourquoi les gens viendraient. Hein. Donc oui, il y a des personnes, hommes ou femmes,
qui vont vous dire que sexuellement, la masturbation, ça part tout de suite, c'est facile, c'est pratique, machin. Mais c'est pas très intéressant, parce que ce qui les intéresse, c'est la relation sexuelle. Et que donc, du coup, on va se dire, mais qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche une jouissance physique ou est-ce que cherche quelque chose de plus de l'être? Et auquel cas, on va pas mettre la masturbation au même endroit. Donc moi, chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Voilà. Ça aussi, on ne veut pas d'injonction, parce qu'on a vu l'inverse aussi, malheureusement, Absolument. dans les magazines féminins, où si une femme ne se masturbait pas, alors là, elle avait tout raté, quoi. C'est ça. Mais pourquoi s'obliger? Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. D'ailleurs, même dans la masturbation, il y a aussi des gens qui pensent, comme quoi c'est vraiment des clichés, qu'il faut forcément un acte de pénétration, avec des doigts, des objets. Mais pas du tout, on est toutes et tous différents là-dessus. Absolument. La masturbation, désormais, est beaucoup plus reconnue, parlée, etc. Elle était sans doute pratiquée tout autant, Bien sûr. mais elle n'était pas explicitement revendiquée ou dire bah oui et alors. Mais la vie sexuelle, c'est quand même quelque chose de plus large. Et ce qui est important, même si mon bouquin, il n'y a pas d'âge pour jouir, c'est très provoque. Hein. C'est comme Corinne Maziero aux Oscars, c'est provoque. C'est un titre, mais c'est quand même autre chose qu'un titre. Et c'est pas juste pour mettre sur la table de nuit et dire gna gna gna. Non, c'est pas ça. C'est de réfléchir à cette catégorisation par l'extérieur. Parce que ça, c'est insupportable. Si le bouquin, finalement, je voulais dire une seule chose pour le définir, c'est il n'y a pas de catégorisation acceptable par l'extérieur. Point barre. C'est jamais supportable. Et donc, du coup, l'individualité de la personne a besoin de s'exprimer et de s'épanouir. Mais si on vous dit, toi à ton âge, toi avec ton corps, toi machin, toi... Eh ben toi quoi? Toi, tais-toi. Et donc, voilà, il y a quelque chose de super important là-dedans. Et c'est pour ça que le titre me plaît, parce que il n'y a pas d'âge pour... Voilà. Et jouir n'est pas simplement quelque chose de sexuel, est quelque chose on peut jouir d'une conversation avec une copine, on peut jouir d'un coucher de soleil ou d'une bonne réputation. On peut jouir de plein de trucs. Et sexuellement aussi. Il n'y a personne qui n'a à dire c'est trop tard, c'est trop tôt, c'est pas comme ça. En fait, il y a un jeunisme ambiant qui est poussé, bien sûr, par pas mal de points, le patriarcat, on y reviendra, mais aussi, je pense, des marques, des industries, des cosmétiques qui, elles, vont faire de l'argent là-dessus, et c'est pour ça qu'on les pousse. Mais de même, je le vois, il y a une campagne bientôt, justement, sur l'anti-jeunisme qui est poussée... il me semble, par les Nations Unies, j'ai vu pas mal de choses là-dessus, qui jouent sur deux plans. Les personnes de 50 ans et plus seraient à jeter à la poubelle dans le monde professionnel, ce qui bien sûr est totalement faux, ce sont des idées reçues des recruteurs. Et inversement, de l'autre côté, les personnes plus jeunes, ça ne nous intéresse pas, elles ne sont pas expérimentées. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, et il y a cette petite tranche où on est à peu près intéressant, la trentaine, la quarantaine, mais attention, pas trop, parce que ça va être trop cher. Donc c'est vrai que le jeunisme est ambiant. Mais pour revenir sur les femmes, parce que c'est un peu le sujet, parce que les hommes de 50 ans n'ont pas la même difficulté à vivre au quotidien. Et donc, vous avez évoqué Corinne Maziero, qu'on remercie. Merci Corinne. Donc, au César, et donc, c'est une femme, une actrice de 57 ans, qui a fait la grande provocation de lutter contre ce qui se passe en ce moment pour les artistes, c'est-à-dire qu'on est dans un néant, ils ne savent pas du tout ce qui va se passer pour eux demain, ils ne peuvent pas jouer depuis plus d'1 an, c'est horrible. Même s'ils ont des aides financières, c'est horrible de ne pas pouvoir monter sur scène, de ne pas pouvoir exprimer son art. Et cette incertitude qui est insupportable pour beaucoup de gens, mais en particulier pour tous ces intermittents du spectacle. Et elle s'est dit, mon corps est politique, je vais y aller. On y va. Et donc, elle est arrivée avec son costume de peau d'âne, le sang, un peu pour imager un peu Carrie. Et puis ensuite, donc un message, rends-nous l'art, Jean, donc qui est un jeu de mots entre l'art et puis Jean Castex. Et donc, tenez-vous bien pour ceux qui n'étaient pas au courant, des hommes politiques, donc au nombre de 9 députés du parti Les Républicains, ont trouvé tellement scandaleux qu'une femme comme Corinne Maziero se présente nue, qu'ils ont déposé un recours pour exhibition. Et ça a été rejeté, tant mieux. Donc la justice française fonctionne parfois. Mais
Quel avis vous avez, vous, sur le fait que ça puisse choquer autant qu'une femme de 57 ans se montre nue? Ben, ça confirme que le corps est politique. C'est ça. Ça confirme que lorsque la nana, elle est sur l'abribus à poil et que vous faites vos courses, vous promenez votre gamin dans la poussette, ça ne dérange personne parce qu'elle a 17 ans et elle est tac, tac, tac. Mais Corinne, dire qu'elle est moche, c'est quand même un comble. Elle est comme plein de femmes. Moi, je trouve ça non seulement bravo Corinne, en plus, Peau d'âne, c'est vachement intelligent parce qu'on est en train de parler d'inceste en ce moment. On dénonce tous les matins qu'on en a à vomir des comportements de machin, chose, etc. Elle arrive avec un vêtement peau d'âne qui se protégeait du désir de son père avec un vêtement d'âne. Donc, première référence extrêmement intéressante. Deuxième, c'est toutes les règles, hein, avec les tampons, avec le sang, machin. Cacher ces règles que je ne saurais voir. Vous les avez, faut pas le dire, mais vous les avez plus, c'est la ménopause, faut pas non plus le dire, parce que ça doit être caché. Tout doit être caché, c'est féminin, c'est caché. Troisièmement, elle a son discours politique. Et ensuite, quand elle est à poil... Littéralement à poil. Là, on dit au secours. Mais dans tous les films... Il y a une nana que le metteur en scène trouve judicieux de mettre sortant de sa douche, machin. On ne sait pas pourquoi, mais il paraît qu'il le faut. Donc, non, vous voyez, le corps qui tout d'un coup est vu parce qu'il ne correspond pas à ce qu'on souhaiterait voir, qui est ce on? Où est l'indécence là-dedans? Vous voyez, c'est tout ça que nous avons interrogé. C'est comme le corps des femmes. Alors, il était trop sexuel. Alors là, ça n'allait pas. Ils étaient pourtant jolis, hein? Ah ben non, ça n'allait pas. Corinne, ça ne va pas. Et l'autre, ça ne va pas. Ce qui va, c'est le corps à disposition. Donc, quand les femmes exhibent leur corps, les Femmes ou Corinne Maziero, là on dit ça ne va pas, mais enfin... Parce qu'elles ont repris en tant que sujet Absolument. Le pouvoir de dire mais Absolument. Je vais utiliser ça comme instrument et c'est moi qui décide. Voilà, et le corps est politique, et ça c'est vraiment extrêmement important de remettre ça à l'ordre du jour, et justement, une cérémonie des Césars, c'est du cinéma. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant, cette mise en scène. Donc, moi, j'ai approuvé et applaudi avec toutes mes mains. Moi aussi, et d'ailleurs, je vous recommande de lire l'article de Titiou Lecoq sur Slate.fr, justement sur ce sujet, et en quoi on en est encore là, en 2021, de devoir se battre pour... utiliser notre corps comme il est, comme une arme politique. Je voudrais qu'on revienne sur les chiffres, parce que c'est ma grande passion, les statistiques. Donc, il y a 14 millions de femmes de plus de 50 ans en France. Nous dit l'INSEE en 2019. Voilà. Et là, on se dit, mais attendez, tous ces gens-là, moi, je ne les vois pas au cinéma. Je ne les vois pas beaucoup à la télévision. J'ai l'impression, il y avait eu un collectif de femmes actrices qui avait dit, mais pourquoi cette représentation qui est importante, on sait à quel point la représentation est capitale. On a besoin de se voir représenté au cinéma, à la télévision, dans les journaux télévisés. Et il y a une espèce de disparition, cette invisibilisation des femmes, peut-être entre 50 et 60. Non, avant même. C'est même avant ? Dans mon bouquin, donc, je parle de ces comédiennes qui ne sont plus, à partir de 35-40 ans, comme femmes sexuellement désirées, désirables. Elles deviennent des mères et bientôt des grands-mères. La différence d'âge avec les hommes, eux, ils tournent jusqu'à 57 ans. Le rôle du mec vraiment... Avec des partenaires parfois très jeunes. Voilà. Donc, l'identification, hein, puisqu'on va faire un peu de psychanalyse. L'identification, c'est ça. C'est sur écran, on s'identifie, on se projette dans la peau du personnage. Donc, si ce sont des hommes qui sont les héros, eh bien, les femmes ont un peu de mal. Si ce sont des femmes jeunes, les femmes qui ne sont pas aussi jeunes ont un peu de mal. Si elles sont au niveau physique différentes du type de beauté montré sur écran, elles ont un peu de mal. Donc, vous voyez, c'est ça qui réduit
le champ où les femmes sont bien dans leur peau. Et ensuite, on va dire, mais elles sont jamais contentes. Ben, évidemment qu'elles sont jamais contentes, puisque l'identification est extrêmement réduite. Et nous avons besoin d'interroger l'image qu'on nous projette et qu'on nous propose. D'où, effectivement, des femmes qui disent, ben non, il faut qu'il y ait plus de réalisatrices, plus de metteuses en scène, plus de, etc. Parce que nous voulons parler de nous et pas simplement parler des hommes. Et par exemple, là, il y a eu la série En thérapie qui m'a énormément énervée. Ah oui? Ah bah oui, parce qu'au moins, ils auraient choisi une psychanalyste. Là, on aurait vu quelque chose d'autre. Est-ce qu'elle-même fantasme sur ses beaux patients? Comment ça se passe dans le transfert? Vous voyez, on aurait vu la crise du milieu de vie d'une femme. Ça aurait été vachement différent que de suivre ce mec tous les 35 épisodes. Vous voyez, c'est quand même très gênant d'avoir en permanence des héros masculins, alors que plus de la moitié de la population, nous sommes des femmes, et comment on travaille avec notre psychisme, comment on évolue. Donc, il me semble que déjà de faire voir ce qu'on ne voit pas, l'invisible, de faire voir ce qui n'existe pas comme identification, de faire voir tout ce qui est gommé parce que c'est normal. Et quand on dit ça, on dit « Ah ouais, mais toi, tu vois vraiment des problèmes toujours partout. » Ben non, sauf que si on ne les voit pas, c'est politique. Il semblerait que lorsque nous, on parle, on soulève des choses qui n'existaient pas. Mais elles existaient, mais elles n'étaient pas verbalisées. Et c'est ça le point qui nous énerve très très fort, c'est que nous avons besoin de faire prendre conscience de quelque chose. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on discute. Mais si on n'en a pas conscience, on ne peut pas s'insurger, on ne peut pas se positionner. On ne se positionne que par rapport à quelque chose dont on a conscience. L'empowerment dont je parle, ça ne vient qu'après la prise de conscience. Moi, mon job, c'est la prise de conscience. On parle des choses, effectivement, et tout à l'heure, vous avez évoqué la ménopause. Et il y a eu, il y a quelques mois à peine, un podcast sur la ménopause, sur Arte Radio. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on attende 2021 pour entendre parler de la ménopause. Et ben si. Et en fait, France Culture en a fait un aussi avec la série documentaire. On vous mettra tous les liens. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'on trouve si peu de ressources? Elles existent, hein, les documents, des livres, il y en a sur le sujet, mais les podcasts ayant aujourd'hui beaucoup de visibilité, la radio étant une ressource phare, pourquoi les gens qui produisent se disent « Ah, bah la ménopause ». Et France Culture avait mis en introduction « Ah, c'est pas sexy ». Et c'est des femmes qui se parlent, hein, et qui décident de faire ou pas ce documentaire. « Ah, c'est pas sexy, oh, c'est pas fun. Oh, bah. » Alors déjà, on n'est pas obligé de parler que des choses fun. Et ensuite, moi, en tant que femme de 40 ans, je trouve dingue de devoir chercher et de me dire, mais autour de moi, pourquoi personne ne m'a parlé de cette ménopause, de comment ça... Les gens n'en parlent pas, il y a une pudeur, alors qu'on parle tant des règles, pourquoi ne pas parler de la ménopause? Je ne crois pas que ce soit une pudeur. Je crois que comme c'est pas fun, c'est pas sexy, parce qu'on va vous parler de vieillir. Et donc, comme l'âge moyen de la ménopause, c'est 50 ans, on va vous parler d'une étape, et puis ça mène quand même vers la fin de la vie. Donc, c'est pas fun, vous voyez, en ce sens. Bon, on va simplement dire que depuis le 18 octobre 2020, la journée mondiale de la ménopause a été beaucoup plus médiatisée. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a des femmes qui ont fait des bouquins, qui ont fait des films, qui ont fait des trucs. Dans mon bouquin, je cite plein de livres et de films et de chansons. Hein ? Brigitte Fontaine. Oui. Bon, voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Mais ça ne se passera que par l'identification. C'est parce qu'on se dira, Brigitte, elle a chanté ça, Corinne, elle s'est mise à poil, Catherine, elle a fait un bouquin, l'autre, elle a fait ci, elle a fait ça, qu'on se dit, au bout d'un moment, tiens, mais il y en a qui réfléchissent sur ces sujets et qui disent, est-ce que c'était fun, au fond, quand j'avais 20 ans ? Je ne suis pas sûre. Je
je suis pas sûre que ce soit beaucoup, beaucoup plus fun. Est-ce que c'est juste la vie qui est compliquée? Est-ce que c'est juste être un individu à part entière qui est compliqué? Donc, si on pense les choses comme ça, on va dire, bah, la ménopause, c'est une des étapes de la vie. Ça fait partie de l'existence. Soit je suis morte, soit à partir de 50 ans, j'ai la ménopause. Alors, la ménopause, on dirait que c'est un drame. Or, il y a quand même disons, un petit peu plus des 2/3 des femmes qui n'ont pas de symptômes graves, qui ne sont pas plus revêches qu'auparavant, qui n'ont pas plus d'insomnie qu'auparavant, qui n'ont pas plus, je sais pas quoi, de prise de poids qu'auparavant, qui n'ont pas plus de. Alors c'est vrai que il y a quelque chose qui bouge dans le corps, mais la façon dont on l'appréhende va avoir une incidence sur ce qui bouge. Parce que si on a beaucoup la trouille de quelque chose, on le vit plus mal. Si, etc., etc. Donc, il y a des femmes qui ont des symptômes. Ça, c'est vrai. Et celles qui ont des symptômes peuvent éventuellement trouver des solutions qui aident un peu. Mais il faut aussi dire que ça dure 1 an et demi. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire que pendant 1 an et demi, il peut y avoir des symptômes. Mais simplement, moi, là où je trouve c'est scandaleux, tu as à peu près 45 ans, 48 ans, ton toubib te dit « Alors, vous allez bientôt avoir la ménopause, donc il va falloir qu'on en parle et qu'on prévoit des trucs. » Mais non, on va rien prévoir. Si je suis pas bien, je reviens te voir. Si ça va pas, je te dirai ce que j'ai. On préverra des trucs si besoin. Mais je ne vois pas pourquoi on devrait prévoir a priori, parce que c'est quand même pas une maladie, c'est une étape dans une vie. Alors moi, ce qui me fait peur, c'est que les labos pharmaceutiques, si ils pensent qu'avec la ménopause, il y a un marché à prendre, on va nous médiquer à partir de 45-48 ans et on va nous filer des trucs et des machins pour éviter. Éviter quoi ? Éviter d'avoir quelques insomnies. Moi, j'ai toujours eu des insomnies quand j'avais un truc qui me travaillait. Donc, ça ne va rien me changer. C'est surtout les bouffées de chaleur, les fameuses bouffées de chaleur. Voilà, les bouffées de chaleur. Bah, si tu as chaud, tu te déshabilles. Hein, en réunion, tu te dis, excusez-moi, hein, là, j'ai la bouffée de chaleur. Puis, je reste en t-shirt un petit peu, puis je me rhabillerai au moment où la bouffée, elle est finie. Et ça permet de visibiliser aussi les choses. Voilà, c'est pas dramatique. Figurez-vous que dans les campagnes, les femmes vivent beaucoup mieux leur ménopause. Qu'en ville. Eh oui, parce que dans les campagnes, les femmes sont plus proches de la nature. Et donc, elles se disent, bah voilà, c'est naturel, c'est un mauvais moment à passer, ça va passer, quoi. En ville, les CSP+, veulent tout contrôler. Et donc, certainement pas avoir le corps qui va trahir et qui va parler pour la femme. Certainement pas être toute rouge et puis transpirer. Il faut cacher. Donc, il faut prendre médicaments. Vous voyez ? Et c'est cette logique-là qui me pose réellement problème parce que, justement, le corps est politique. Si, en tant que femme, on peut avoir tout d'un coup être toute rouge et puis transpirer, sans que ça pose un problème monstrueux aux gens qui sont dans la réunion, eh bien, voilà, le corps existe. Le corps fait partie de l'être femme qui est là. Tout comme si une autre ayant ses règles, sans qu'il faut qu'elle se précipite aux toilettes parce que ça déborde, et que le petit pantalon blanc, il ne va pas supporter le truc, elle ne peut pas sortir de réunion en disant « Excusez-moi, là, mais je vais changer de tampon ». Non, c'est sûr. Là, on arrive à une période, je pense, où les choses sont un peu plus claires, où les femmes peuvent dire, bah voilà, je suis à une période de ma vie, je suis à une période de mon cycle, et c'est comme ça, et c'est naturel, et c'est pas grave. En revanche, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on en parle assez peu finalement, mais ça commence à venir. Alors que je vois le nombre de recherches et d'articles sur le Viagra, je me dis, mais on est sur une disproportion entre le nombre de femmes qui auraient besoin d'en parler et qui ont peut-être besoin pour certaines d'avoir un traitement ou juste d'accepter, et juste un petit pourcentage d'hommes qui auraient besoin parce que les fonctions érectiles étant ce qu'elles sont passé un certain âge. Je me dis, c'est pas possible de mettre autant de fric et autant d'articles et on en parle en long là. Mais leur kiki, tout tourne autour de ça jusqu'au bout, quoi. Comme si la sexualité était masculine. Ouais.
comme si la sexualité au niveau des femmes était quelque chose qui allait être secondaire. Il y a des femmes qui, avec un mari, me racontent en tous les cas à quel point il n'y a pas de lubrification, à quel point machin, etc., etc. Si par bonheur, elles ont une aventure avec un amant, je parle d'hétéro, quelque temps après, eh bien là, elles me racontent que ça se passe merveilleusement bien, que tatati, tatata. Donc vous voyez, même les symptômes de ménopause sont vraiment à réinterroger au niveau du désir. C'est pour ça que je suis moyennement d'accord, vous voyez, sur la médicalisation, enfin moyennement, plus que pas beaucoup. Parce que peut-être la ménopause a bon dos, alors qu'il s'agit surtout d'une histoire de désir. Ah, on peut creuser un peu ça. Lorsque vous vous ennuyez avec un partenaire, la lubrification est quand même moins forte. La même femme qui s'ennuie pas avec quelqu'un va avoir une production de cyprine nettement supérieure. Et donc, la même âge. D'accord, mais partenaires différents. Envie, pas envie. Désir, pas désir. C'est même pas le partenaire qui serait un mauvais partenaire, vous voyez. C'est elle et son ressenti. C'est son désir. Enfin, le sexe, il n'est pas dans la culotte. Non, c'est sûr. Le sexe, il est d'abord dans la tête. Et donc, ça déclenche. C'est le désir qui compte. Le désir de faire quelque chose avec Tartampion, là, tout de suite. Parce que le même Tartampion, peut-être demain, peut-être pas envie. Et lorsqu'on dit c'est hormonal, j'ai trop peur qu'on revienne à du biologique, alors que c'est vraiment autre chose. C'est pour ça que tout à l'heure, vous voyez, je vous ai parlé de relations sexuelles. Je vous ai parlé de quelque chose qui se joue avec une personne, une autre personne, quelque chose qui se joue un peu plus globalement que uniquement techniquement, mécaniquement. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur la lubrification, parce qu'il faut parfois faire des rappels, même en 2021, en France. Vous avez le droit de lubrifier de telle ou telle façon, selon votre cycle, selon votre humeur, etc. Et vous avez le droit d'être aidé. Alors cet épisode n'est pas sponsorisé, mais qui sait, peut-être un jour, pourquoi pas. Il y a des outils, des lubrifiants qui sont naturels, qui sont pour certains avec du silicone, pour certains avec d'autres choses. À vous de choisir la formule qui vous va. Je vous mettrai des références que j'ai pu tester moi-même. Il y a quelques années encore, il y avait des partenaires qui me disaient « mais pourquoi tu as pris du lubrifiant? Tu penses que je vais pas t'exciter assez ?» Je fais « oula, là tu projettes des choses. » Donc ce n'est pas lié à toi, c'est que je connais mon corps, je connais mon cycle et je sais que, par exemple, juste après les règles, je ne vais pas assez lubrifier. Je le sais. Donc, comme les scouts, toujours prêt. Donc, je prends le lubrifiant pour être sûr que tout se passe bien. Peut-être que je n'en aurais pas besoin, mais je préfère l'avoir. C'est pas à 2 heures du matin que je vais essayer de le trouver dans un quartier. Ça m'est arrivé, plus jamais. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. Et je pense qu'il faut déculpabiliser les femmes sur ce sujet-là, et que les hommes, je ne sais pas où ils prennent leur éducation sexuelle, mais c'est pas parce qu'on a pris du lubrifiant avec soi que c'est vous qui n'êtes pas assez excitant ou que vous n'avez pas appuyé sur les bons boutons. C'est juste un outil pour nous aider. Et c'est OK. Bien sûr. Ce qui est super intéressant dans ce que vous dites, c'est que qui se connaît mieux que soi-même? Et donc, il y a cette sécurité intérieure que de pouvoir recourir à un lubrifiant qui va venir servir si nécessaire. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce n'était pas obligatoire. C'est que moi, ce qui me pose problème avec l'histoire de la ménopause médicalisée, c'est cette association à la ménopause, parce que la paroi est plus fine, il y aura moins de lubrification. C'est possible, mais il est possible aussi que l'habitude créant de la lassitude, il y ait moins de lubrification. Ce n'est pas à cause forcément de l'âge. Et on aurait cette image-là, peut-être dans l'imagerie populaire, qu'une femme de plus de 50 ans serait moins excitable ou excitée. Oui, bien sûr. Ce n'est pas faux, hein. C'est qu'il y a un laps de temps plus long. Ah, le temps, on y vient, le temps. Dans l'excitation et dans la lubrification.
à 25 ans, par exemple, disons qu'il faut, je ne sais plus de tête comme ça, mais dans mon bouquin, ça y est, disons 40 secondes. Et pour une femme, à partir de la ménopause, il faut 2 minutes et quelques. Alors, vous savez, si on n'a pas 2 minutes, on va aller se faire des crêpes. Oui, on va faire autre Parce que chose. c'est vachement bon, les crêpes aussi. Je vous renvoie vers le cœur sur la table. Je vous mettrai l'épisode où c'est une jeune femme. D'ailleurs, il faut dire il ou elle, ou les deux, parce qu'elle est non-binaire. Je crois qu'elle veut qu'on dise il, donc on va dire il. Et cette personne précise qu'elle a besoin de temps pour prendre du plaisir. Elle fonctionne comme ça. Il fonctionne comme ça. Et donc, c'est par d'autres expérimentations, notamment avec des femmes, donc dans une relation lesbienne, qu'elle s'est autorisée à avoir du temps. Je me dis, c'est pas possible d'en être là, mais à la limite, chacun son chemin. Mais de devoir dire à la personne, à son partenaire, à sa partenaire, j'ai envie de toi, mais je veux qu'on prenne le temps. Je n'ai pas envie qu'on fasse ça en un quart d'heure parce que j'ai besoin d'être relaxée, qu'on se caresse, qu'on discute, qu'on arrête, qu'on recommence. Et on en est à cet élément précieux qui est le temps et le temps qu'on se consacre l'un à l'autre. Oui, et puis pour revenir à ce qu'on disait, alors, il y a peut-être un quart d'heure, la misère sexuelle. Il va y avoir des personnes qui sont quand même dans une telle misère sexuelle qu'elles ne vont pas oser dire ce qui leur conviendrait ou ce qui leur conviendrait pas, que ce soit en termes de temps, de pratique, de machin, parce que c'est la misère. Donc, c'est vraiment super important de s'attarder, ouais, même à qu'est-ce que je m'octroie, et même qu'est-ce que je crois possible pour moi, vu dans cette situation où j'en suis là aujourd'hui, maintenant. Donc, c'est pas qu'une histoire d'âge, c'est pas qu'une histoire de sexe, c'est pas qu'une histoire de je sais pas quoi, moi. C'est l'idée qu'on a de soi-même sur le marché sexuel, l'idée qu'on a de soi-même comme étant au niveau de la désirabilité. C'est déjà bien beau d'avoir un ou une partenaire, il ne faut peut-être pas trop en rajouter comme exigence, etc., etc. Donc vous voyez, là, on est dans quelque chose d'assez moche et sordide parce que les gens ayant une opinion d'eux-mêmes qui dépend de plusieurs facteurs. Un des facteurs, c'est évidemment l'enfance. L'autre des facteurs, c'est le vécu de la personne jusqu'au jour J, mais aussi c'est la société. C'est la représentation sociale de telle personne avec quelques caractéristiques qu'on obtient d'elle, soit quand on la regarde, soit quand on discute avec elle un petit moment, mais pas longtemps. On a comme ça une représentation des gens. Et donc, il y a là une image que les autres ont de nous, mais également une image que les gens ont d'eux-mêmes. Et c'est tout ça qui fait que il y a des gens, vous vous dites, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils ont une telle image négative d'eux-mêmes et d'autres positives d'eux-mêmes. Je voudrais qu'on évoque la représentation des hommes et des femmes de plus de 50 ans au cinéma et dans les séries au niveau de leur sexualité. J'ai en tête la série Transparent, qui était sur OCS et maintenant qui est produite par Amazon, qui doit être encore disponible. Et c'est une des premières fois où une série qui n'est pas très grand public, parce qu'il faut quand même connaître, donc c'est le héros devient une femme, donc une femme transsexuelle. On a dépassé la soixantaine, on est bien sur une femme donc, de 60 ans qui est mariée. Et je vois une scène très belle où une femme donc de 65, 70 est dans son bain, elle est nue et elle discute avec cette femme qui est donc son ex-mari. Et ils discutent et à force de discuter, ils parlent de sexualité. Alors déjà, je me dis, ça fait un petit moment que j'ai pas vu deux personnes de plus de 60 ans parler de sexe dans une série. Et là, l'acte suit les paroles. Et on ne voit pas, mais c'est suggéré, et on voit qu'elle prend du plaisir. Il y a
situation de sexualité, c'est-à-dire qu'elle la doite, en fait, on va dire ça. Et je me dis, waouh, enfin, il a fallu attendre un petit peu, mais ça y est, on voit des personnes de plus de 60 ans ayant un rapport sexuel. Ok, et alors, moi j'ai trouvé ça très beau, ça avait un sens, ça avait une utilité dans le scénario, c'était pas gratuit. Et ensuite, il y a eu d'autres scènes, voilà, entre femmes, hommes, LGBT, il y avait un peu de tout, avec des corps différents, avec notamment une femme qui avait subi une mastectomie. Je dis ça aussi, j'ai jamais vu des choses pareilles. Pourquoi il faut attendre aussi longtemps pour voir enfin des corps différents, des corps en fait normaux, des corps de tous les jours, de plus de 60 ans, ayant des rapports sexuels? Parce que d'ordinaire, les corps qui sont montrés sont tous les mêmes corps. Donc, on a en tête, parce qu'on est matraqué par le cinéma habituel. Plus on va parler de l'invisibilité inacceptable, plus il y aura des productions d'œuvres qui vont montrer et mettre en scène d'autres individus et d'autres corps. C'est un mouvement. Il faut que des individus, comme je le disais tout à l'heure, Brigitte, Corinne, Catherine, disent « bon, ça va, quoi, ça suffit », et produisent des choses, chansons, livres, films, pour que ensuite des œuvres disent bah tiens, on va mettre en scène, etc. Dans mon bouquin là, il y a, je parle d'un film porno. La dernière fois, c'est Olympe de Gaulle qui a fait ce film et l'actrice principale, c'est Brigitte Lahaie. Et donc, le scénario, c'est une femme qui a 69 ans, je crois bien, décide une dernière fois et en même temps, ça aborde le sujet de l'euthanasie. Et une dernière fois, donc, elle va mettre en scène un certain nombre de rencontres sexuelles. Et en fait, on ne sait jamais la dernière fois. En général, on ne sait pas que ça va être la dernière fois qu'on voit un tel. C'est rare que ce soit fixé. Ça, c'est notre dernière fois. Et là, donc, ça prévoit une dernière fois. Donc, c'est déjà une autre approche. Donc, si vous voulez, oui, bien sûr, plus on parle socialement de sujets comme étant donc la sexualité des femmes de plus de 50 ans, 60 ans, 70 ans, etc., et plus on réfléchit. Et si on réfléchit, on produit des films, des trucs et des machins. Et là, le point commun, c'est que ce sont des femmes qui font ces propositions-là à la réalisation, des femmes ou des personnes transsexuelles. C'est rarement une proposition d'hommes cis hétéros, comme on dit. À croire que soit ça les intéresse pas ou moins, mais encore une fois, il nous faut plus de voix différentes dans le cinéma, dans les arts. Et c'est comme ça qu'on aura ces propositions artistiques qui semblent pourtant pas si folles, quoi, mais c'est juste de la représentation de ce qui existe dans la réalité, mais peut-être magnifié, parce que c'est le cinéma, c'est les séries. Moi, je trouve ça bien que les ados d'aujourd'hui puissent avoir accès à ça aussi. J'ai eu beaucoup d'interviews sur mon bouquin. Beaucoup. Et, allez, 99,9% journalistes femmes. Ah! Comme si les journalistes hommes n'étaient pas concernés par la sexualité des femmes à partir de 50, 60 ans. Donc, vraiment, c'est intéressant. Ensuite, vous parlez des ados. Simplement, la sexualité des femmes de cet âge-là, c'est la sexualité de leur mère. Nous sommes leur mère. Et donc, la sexualité des parents, ça dérange toujours les enfants, mais encore plus la sexualité des mères. Pourquoi ? Je crois vraiment que la sexualité masculine, du fait du pénis extérieur, reste quelque chose d'assez extérieur à la personne. La sexualité féminine, du fait de nos organes génitaux qui sont beaucoup plus complexes, dont en intérieur, eh bien, ça implique autre chose. Et les jeunes n'aiment pas tellement que les mères parlent de leur sexualité.
Ça les gêne. Ça les gêne, ça les dérange. Ils sont mal à l'aise. Autant quand il y a des séparations, par exemple, leur père vient avec des copines, des machins, bon. Mais quand c'est leur mère, pas tout à fait pareil. Ah bah, il y avait un super épisode de 10% avec Oui. Fanny Ardant. Non, c'était pas Fanny Ardant, pardon, Sigourney Weaver. Mais ça aurait pu être Fanny Ardant, ça aurait été tout aussi bien. Et Sigourney Weaver se battait pour que cette production de ce film se fasse en tant que femme de plus de 60 ans qui tombait amoureuse d'un homme trentenaire. Et alors quoi? Où était le problème? Alors que, bien sûr, le scénario inverse, on l'a constamment. Il y a des études sur le sujet, des articles qui avaient fait la comparaison entre l'âge des partenaires hommes et des partenaires femmes. C'était extraordinaire. Il y avait parfois 30 ans entre les deux. Ça gênait personne. Donc, je pense que petit à petit, il va falloir qu'on ait effectivement plus de femmes, plus de Céline Sciamma et plus de réalisatrices vraiment qui disent « mais moi, j'ai autre chose à vous montrer, j'ai autre chose à raconter ». Mais ce que je voulais évoquer aussi, c'était dans votre livre, il y a ce sujet vous vous adressez aussi aux hommes. Donc là, vous dites que vous avez pour l'instant, on fait un appel, peu d'hommes s'intéressent au sujet. Est-ce que finalement, les hommes qui vont s'intéresser à ça, ce sont des hommes déjà un peu acquis à la cause, qui se considèrent comme militants, voire pro-féministes? Comment on va faire pour aller attraper les autres? Est-ce que ça va se faire par l'éducation des jeunes hommes, des jeunes garçons, de nos maris, de nos partenaires, etc. Ou est-ce que on va continuer à se battre entre nous? J'ai eu plein de lecteurs qui m'ont dit « Ah non, mais moi, je ne suis pas du tout comme ça. Moi, je préfère les femmes de mon âge, etc. » Alors, tous mes patients m'ont affirmé, la main sur le cœur, que bien évidemment, ils n'étaient pas du tout comme Yann Moix, etc., etc. Donc, si vous voulez, en leur demandant de se situer, on les fait avancer. Parce que, avant de parler des jeunes, d'abord les hommes concernés qui ont la cinquantaine, donc les fameux partenaires des 40% de femmes qui ont plus de 50 ans. Hein. Ça veut dire quand même que c'est une partie de la population, c'est presque la moitié. Ils en sont où, ces hommes-là? Avec leurs femmes, ils se barrent tous avec des jeunettes ou pas? Donc, vous voyez, peut-être qu'on peut tous regarder, d'ailleurs, nous aussi, hein, les jeunes nanas, sans pour autant avoir en partenariat sexuel des personnes qui ont 20 ou 30 ans de moins que nous. Vous voyez, moi, je ne suis pas forcément à revendiquer d'être cougar. Vous voyez, il y a quelque chose qui est vraiment super intéressant. Donc, les hommes ont besoin de se situer et c'est parce qu'on les interroge qu'ils le font. Peut-être ils fantasment sur les jeunettes, mais ce n'est pas forcément évident qu'ils ont envie de passer autre chose qu'un coup d'un soir avec une jeune femme. Parce que c'est quand même pas vraiment les mêmes plaisanteries, les mêmes trucs, les mêmes machins. Ensuite, les plus jeunes. Ça va évoluer, évidemment. Parce que pour le moment, comme les femmes de 50, etc., sont leurs mères et qu'elles sont en train de parler de sexualité, ça passe moyen. Mais une fois que quelque chose bouge, ils vont se situer aussi. Mais ce que je veux vraiment souligner, c'est qu'ils ne peuvent pas se situer si on ne soulève pas le problème. Et pourquoi c'est nous qui le soulevons? Parce que ça nous concerne, nous. Parce que nous, on n'est pas contente. Parce que nous, soit on a déjà plus de 50 ans, soit en arrivant à 40, 50, 45, ah bah ouais, tiens, il me regarde un peu moins. J'ai une copine l'autre jour, 45 ans, super machin, et elle me dit qu'un mec vient de lui dire que non, finalement, il n'était pas intéressé par elle parce qu'il souhaitait plutôt une jeune. Parce qu'il pourrait avoir des enfants. Elle lui dit, mais moi, j'ai déjà des enfants qui ont la vingtaine. Alors, tu vois, on va peut-être se quitter là tout de suite. Donc, voilà, vous voyez, il y a quelque chose quand même. C'est nous qui portons le combat parce que nous sommes impactés. Je ne crois pas du tout que des gens qui ne sont pas impactés par quelque chose luttent. Pour moi, c'est impossible. C'est par la souffrance qu'on se bouge. C'est parce qu'on n'est pas bien dans quelque chose qu'on dit non, mais là, ça suffit, c'est pas possible. Après, il y a d'autres gens qui viennent nous rejoindre. Mais quand même, les premiers de cordée, ça va être ceux qui sont impactés. Et celles et ceux qui disent ça ne me va pas cette définition par l'extérieur, je me sens pas vieille comme toi tu me vois dans tes yeux, comme je me vois dans tes yeux, ou comme je me vois pas plus exactement. Faut pas oublier quand même que les femmes qui ont 60 ans là aujourd'hui, nous sommes
des femmes qui nous sommes battues toute notre vie. C'est toute une génération. On n'a pas arrêté de se battre pour ci, pour ci, pour ça, la contraception, l'avortement, tout. Alors, faut quand même pas croire que maintenant, on va juste être des grands-mères, vous voyez. C'est absolument impossible. On est capable d'avoir une casquette grand-mère, une casquette mère, une casquette machin. Et puis aussi, si l'envie nous prend de continuer à être aussi dans la sexualité, de l'être aussi. C'est pas obligatoire, mais si l'envie nous prend, personne n'a à nous dire t'es rangé des voitures, alors que, je sais pas qui, mon frère jumeau du même âge, lui, il ne le serait pas. Vous voyez, c'est juste invraisemblable. Ça, ce n'est pas possible. Et c'est peut-être pour ça qu'on va faire bouger les lignes, c'est parce qu'on dit non. Tout à l'heure, on parlait de jeunisme ambiant et peut-être d'idées reçues qui sont transmises pour faire peur aux femmes, pour leur dire attention, il faut faire ceci, cela, les cosmétiques et tout. J'avais vu une statistique que j'essaierai de retrouver sur l'écart d'âge dans des couples hétérosexuels. Et moi qui avais toujours entendu que le démon de midi, c'était un truc, c'est presque automatique, c'est-à-dire que dès que les hommes arrivaient à 40-50 ans, ça y est, ils partaient avec une petite jeune, comme on l'a pu le voir dans beaucoup d'œuvres, notamment humoristiques. Je me disais, mais c'est pas possible que ce soit tous les hommes. Alors non, donc c'est pas tous les hommes. Et la statistique, elle était à peut-être 5 ou 6% de couples où il y a un écart d'âge de plus de 20 ans entre donc, une jeune femme et un homme plus mature. Je me dis, mais alors si c'est que 4 ou 5%, peut-être qu'ils sont plus visibilisés, peut-être qu'on les voit beaucoup plus aussi au cinéma, dans la littérature, et peut-être qu'on a une fausse idée, une fausse image de ce que c'est qu'en fait les couples aujourd'hui en France. Non, il y a des gens qui ont le même âge, ou à 5 ou 10 ans près, mais 20 ans d'écart, c'est pas si courant finalement. Bien sûr que les gens ont plutôt le même âge, et bien sûr que l'image dépend aussi de ce que nous voyons sur nos écrans. Alors après, il y a le fantasme qui n'est pas à confondre avec la réalité. Comme les gens ont beaucoup recours au porno. Mmh. Et que dans le porno, c'est rare de voir une nana qui a plus de, je sais pas quoi. 30, ça doit être le maximum. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, il y a aussi l'objet de fantasme, l'objet de désir. Peut-être il est avec sa bonne femme qui a son âge, mais il fantasme sur des gamines qui ont la moitié de leur âge. Donc, vous voyez, c'est ça aussi. C'est une espèce de distorsion entre ce qui se fait, ce qui se rêve, ce qui se blague, ce qui se plaisante et tout ça. Mais ils ne se retournent pas dans la rue sur les femmes de 60 ans. Ouais, ce qui ne veut pas dire que ça ne les attire pas. Il y a aussi ce qu'on montre. Oui, mais je crois que ce qui attire est aussi ce qui est attisé par ce qui est dit beau, l'image du beau, le beau montré sur les podiums. Vous voyez, quand vous regardez un défilé de mode, les filles sont anorexiques et elles ont 15 ans. Mais est-ce que c'est beau ? Tout le monde vous dit non. Ce n'est pas beau. Simplement, tu n'as pas de vrais grands modèles qui sortent de cette physionomie. Donc, vous voyez, c'est ça qui nous interroge énormément. Et lorsque on interroge tout ça, on arrive à le faire voir. C'est cette morphologie qu'on a besoin de questionner pour que hommes et femmes soient mieux dans leur corps. Parce que, objectivement, soit tu passes ta vie à la salle de sport, soit tu as un corps qui n'est pas ferme et tonique et jeune et machin. Et donc, du coup, comment toi-même, tu vas être à l'aise dans ta sexualité ? Vous voyez, c'est tous ces trucs-là que nous avons besoin de travailler pour pouvoir ensuite se dire, bon, moi, je suis à l'aise, même si, et tout ça. Et tout ça, si on n'en parle pas, si on reste sur des images que les hommes, le démon de midi, la jeunette, machin, ils se trouvent presque recalés à rester avec des nanas qui ont leur âge. Or, c'est un peu plus complexe puisque par ailleurs, quand on discute avec eux, ils disent « Non, mais moi, je préfère les femmes de mon âge parce qu'on a un bain culturel en commun et je me sens très mal à l'aise avec des groupes de gens qui ont l'âge de mes enfants, finalement, ça va quoi. Donc, vous voyez, il y a tout ça, mais tout ça ne se fait pas si on n'y réfléchit pas.
parce que l'image montrée sur tous les écrans, ce sont des femmes d'un certain type de profil, puisqu'on a dit que les actrices à partir de 35 ans ne tournent plus les femmes vraiment désirables, elles sont dans d'autres rôles. Déjà, il y en a beaucoup moins. Et c'est pour ça que le rôle de héros, héroïne plus exactement, moi vraiment, je dis, mais quand est-ce que ça va être majoritairement des femmes? Parce que pour le moment, c'est majoritairement des hommes. Et ça pose vraiment un grave problème, parce que nos états d'âme à nous, nos problématiques à nous, c'est rare. Oui, puis on avait évoqué le test de Bechdel Oui. Dans d'autres épisodes, mais alors vous pouvez le refaire, c'est assez amusant, vous pouvez le faire pour n'importe quel film, série ou même des livres. Est-ce que vous vous retrouvez à un moment donné avec 2 personnages féminins qui discutent ensemble d'autre chose que des hommes? Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut... Alors, tous les films ne passent pas forcément ce test-là, mais c'est ce qu'on voudrait avoir de plus en plus, avoir une diversité de paroles, une diversité de sujets, de se dire que tout ne tourne pas autour de l'homme, de son kiki et de comment le conquérir. Vraiment, il y a plein d'autres sujets. Alors, il y en a qui vont dire que c'est pas fun. Moi, je trouve que tous les sujets sont intéressants et qu'on peut y aller. Donc, grâce à votre livre, on va pouvoir un peu en savoir plus. Je rappelle le titre. Il n'y a pas d'âge pour jouir. La retraite sexuelle n'aura pas lieu chez Larousse. Et on peut évoquer aussi un autre livre que vous nous avez apporté, La femme qui voit de l'autre côté du miroir, que vous avez coécrit avec Daphné Leportois. Et ça, c'était plutôt un livre qui parlait de problèmes de rapport au corps, à l'image et au poids notamment. Tout à fait. Et c'est une jeune femme de 25 ans, vous voyez, parce que je ne suis pas obsédée par les femmes qui ont 50 ans. Non, mais ça commence tôt, le rapport au corps. La femme, ça commence tout de suite. Enfin, ça commence toujours. Pour les garçons comme pour les filles, bien évidemment. Donc, la femme qui voit de l'autre côté du miroir, vous voyez, quand on se regarde dans le miroir... La façon dont on va interpréter l'image, c'est en raison de ce qui est derrière, ce qui a été dit, des mots qui ont été dits depuis notre plus jeune âge. C'est ça qui fait qu'on interprète une image. On ne regarde pas un miroir, il ne réfléchit pas le miroir. Ce qu'il fait, le miroir, c'est qu'il nous montre quelque chose, mais on le parle en raison d'autre chose. Donc, dans ce bouquin, qui est vraiment un petit roman, très grand public, qui vraiment... Moi, j'ai écrit 3 livres sur l'obésité. Celui-ci, c'est la fin de la trilogie. Les 2 autres, c'était des essais que j'ai écrits toute seule. Et celui-ci, avec Daphné, c'était l'idée de mettre vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur l'obésité. C'est sur la chirurgie de l'obésité. Elle a 25 ans, elle veut s'offrir une chirurgie de l'obésité. Elle va chez ses parents, il y a une discussion, machin, tout ça. Et évidemment, il faut qu'elle passe chez une psy parce que c'est obligatoire dans le protocole. Et la psy, magnifique, va lui dire, bon, écoutez, vous allez revenir, on veut parler de vous, comment ça, parler de moi, je voudrais que vous me signiez le machin et tout ça. Et donc, évidemment, ça ne va pas se passer comme ça. Et on voit ses rapports à elle-même, à sa famille, aux autres. Elle est prof d'anglais dans un collège, son travail, et puis les mecs, et puis tatati, tatata. Donc, voilà. C'est franchement important pour moi de transmettre. Et c'est ça, d'écrire des livres, je crois. Enfin, en tous les cas, pour moi. Je ne dis pas que je suis écrivaine, je dis que je suis auteur ou autrice, comme on veut, parce que je transmets des choses qui viennent de ma pratique. L'idée, c'est que les lecteurs et les lectrices, vraiment, ils trouvent des choses d'eux. C'est-à-dire de poser le bouquin et de se dire, mais moi, au fond, pourquoi est-ce que je me trouve moche ou pourquoi je me trouve belle? Pourquoi j'ai une morale à 0? Pourquoi je me trouve trop ci ou trop ça? Et c'est ça l'important, quel que soit le sujet, c'est de pouvoir se dire, mais moi, j'en suis où par rapport à des problématiques, le célibat, j'en suis où? Et elle est célibataire, la jeune de 25 ans. À quoi ça rime tout ça, quoi? Qu'est-ce qui fait que ça rime comme ça? C'est un sujet qui revient régulièrement. J'ai encore vu en chemin pour arriver au studio et je me suis dit, c'est pas possible de tout le temps culpabiliser les femmes. C'était sur Yahoo Lifestyle, quelque chose comme ça. Et le titre, c'était « Pourquoi les femmes ne s'aiment-elles pas ?» Mais parce qu'on fait rien pour qu'on puisse s'aimer. Donc c'est vrai que si ce livre peut permettre au moins de se poser, de s'interroger, prendre un peu de recul et de dire mais
Est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'aime suffisamment? J'avais assisté un petit cours par Self-Love Project où on demandait aux personnes qui assistaient, donc c'était essentiellement des femmes, mettez-vous une note d'amour. Vous mettez combien? Vous vous aimez combien sur 10? Alors moi, très automatiquement, 9. Bah oui, parce qu'on n'atteint jamais la perfection, mais 9 sur 10, voilà, je m'aime à ce point. Et je vois passer des notes. Je vois des filles qui se mettent 2. 2 sur 10. Donc là, il y a le problème de l'estime de soi. C'est un vrai sujet que vous traitez sans doute avec vos patientes et vos patients. Ça commence très tôt, et on sait que c'est lié aux parents, c'est lié à plein de choses, à la façon dont on a reçu de l'amour ou qu'on nous a dit des choses sur notre corps. Je fais une parenthèse, je salue ma maman qui n'écoutera pas ce podcast, mais moi j'ai les cheveux bouclés par exemple. Vous aussi. Et c'est OK, on a le droit d'avoir les cheveux bouclés. C'est beau. Et ma maman, on lui a appris que les cheveux, c'était lisse. Sinon, c'est pas beau. Je lui dis, maman, il faut que tu déconstruises. C'est parce qu'on t'a montré que des photos, des choses, des pubs, des L'Oréal, de cheveux lisses. Mais nous, on a des cheveux bouclés, naturellement. Et ils sont beaux comme ça. Pourquoi les détruire? Pourquoi les abîmer? Et est-ce que tu penses que je peux déconstruire à mon âge? Je pense qu'on peut. À tout âge. Bien sûr. Mais c'est plus un chemin. Parce que moi, honnêtement, il y a des jours, je me mets 2. Hein. Parce qu'il 2 sur 10. Il y a des jours où tout va mal, tout ce que j'ai entamé foire, j'ai que des déceptions. Donc, il y a des jours, vous voyez, où ça va être 2. D'autres jours, ça va être 9 parce que c'est top. Mais peut-on vraiment, par moment, se détester parce que on n'est pas sur tel point à la hauteur de ce qu'on voudrait. Moi, je dis oui, bien sûr. On a tous les droits. On a le droit de se détester. On a le droit de se dire qu'on n'est qu'une conne parce que on a encore foncé dans le mur et qu'on savait pourtant qu'on se l'est pris 10 millions de fois, ce putain de mur, et qu'on se l'est encore fait. Et vous voyez, il y a des jours où on s'en veut beaucoup. L'honnêteté avec soi, c'est de pouvoir se dire, c'est pas grave. Tu as le droit de te détester. Aujourd'hui, allez, va te coucher parce qu'aujourd'hui, tout va mal. Et je crois que voilà, de toute manière, quoi que te disent les gens, tu vas le prendre de travers. Et puis, de toute manière, tu es nul dans ce truc-là. Pourquoi est-ce que tu t'obstines? Ou ce mec-là, tu sais bien que c'est absolument pas possible. Donc, pourquoi? Vous voyez, et c'est pas grave. Parce qu'on peut pleurer de temps en temps sur son triste sort. On peut vraiment se dire « je m'en veux de ». Vous voyez, c'est ça qui est super important, c'est de se le dire. C'est de dire, là, sur ce point-là, y compris votre maman avec ses cheveux, sur ce point-là, c'est foutu. Mais en revanche, si j'abandonne ce point-là, est-ce que sur d'autres points, je peux... Parce que là, c'est foutu. Hein. Là, je ne peux pas. Mais sur d'autres points, peut-être je peux. Parce que si vous prenez tout le temps le mur, je crains que vous passiez votre vie à essayer d'accepter quelque chose, c'est foutu. Mais il y a pas mal d'autres choses qui seraient peut-être jouables. Et auquel cas, toutes ces autres choses... Moi, j'invite vraiment tous les gens à y aller. Parce que peut-être un jour, même ce qui est au mur, on y arrivera. Mais pas d'emblée, pas tout de suite, pas forcément en frontal. Ok, ça sera peut-être le mot de la fin. Il faut choisir ses combats et on va y aller tout doucement. Soyez bienveillants avec les autres et avec vous-même. Commencez par vous-même. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir été avec nous pour cet épisode en studio. Donc, je rappelle que c'était au studio Acacia et on espère revenir très bientôt. Je rappelle les titres de vos livres. Donc, Il n'y a pas d'âge pour jouir, la retraite sexuelle n'aura pas lieu, chez Larousse, et La femme qui voit de l'autre côté du miroir, coécrit avec Daphné Leportois. Merci beaucoup. C'est moi, merci. Vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, etc. N'hésitez pas à mettre un pouce là où vous pouvez. Si vous êtes sur iTunes, vous allez sur iTunes, vous mettez des étoiles et vous pouvez mettre des commentaires et bien sûr partager sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est Single Jungle Podcast et sur Twitter, single-jungle. Merci et à très bientôt.